Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et aujourd'hui vous écoutez le 6e épisode de la série Une mode meilleure pour un monde meilleur. J'ai pensé cette série de 9 épisodes comme un guide pratique pour vous accompagner à n'importe quel moment de votre réflexion et de votre transition vers une mode plus responsable. Aujourd'hui, je vais tenter de vous donner quelques clés pour décrypter les étiquettes de vos vêtements. Commençons avec les matières. Il y a 3 catégories, les matières naturelles, elles sont végétales ou animales, les matières synthétiques comme le polyester ou le nylon, obtenues par synthèse de composés chimiques et dérivés presque toujours du pétrole. Et les matières artificielles qui sont dérivées de végétaux mais qui n'existent pas à l'état de fibres dans la nature, comme la viscose dont la cellulose est extraite de végétaux puis transformée en fil. Aujourd'hui, les vêtements sont majoritairement fabriqués à partir de matières synthétiques ou de coton. Voici une petite liste des matières à privilégier. Le lin et le chanvre biologiques, peu gourmands en eau, qui sont des fibres locales, le coton recyclé ou biologique, la laine recyclée. D'autres matières artificielles sont intéressantes, comme le lyocell tencel, le modal ou la viscose labellisée. Au contraire, les matières à éviter le plus possible sont le coton conventionnel, car très gourmand en eau et en pesticides, la laine non labellisée, car il y a des cas de souffrance animale, le cuir conventionnel, car les procédés peuvent être très polluants et la traçabilité inexistante, et la viscose conventionnelle. La viscose est une matière extrêmement polluante, elle est obtenue à partir de cellulose de bois, mais pour la fabriquer, il faut recourir à différents procédés chimiques et toxiques. La viscose labellisée, elle, s'appuie sur des forêts gérées durablement et assure que l'eau utilisée dans le processus de transformation est recyclée pour éviter que les produits chimiques ne soient déversés dans la nature. On oublie aussi le polyester, le nylon, l'acrylique et les matières synthétiques, car pour produire 1 kg de polyester, il faut environ 1,5 kg de pétrole. En ce qui concerne le polyester recyclé, je lisais récemment un article sur ce sujet sur le site EcoCult, créé par la journaliste américaine Alden Wicker. Dans cet article, les experts s'accordaient pour dire que le polyester recyclé n'était pas si bien que ça. En fait, pour transformer une bouteille en plastique en vêtement, il faut tout un processus. Il faut ajouter des produits chimiques et cela diminue la capacité de recycler à nouveau le vêtement. Et la question de savoir si le polyester recyclé économise de l'eau et limite les émissions de CO2, en réalité, il n'y a pas encore eu suffisamment de recherches crédibles pour offrir de vrais calculs. La question de l'impact des matières recyclées est complexe. C'est d'ailleurs ce que m'expliquait la chimiste Anne Perwells sur le podcast, dans la série « Elle pense la mode ». Voilà dans les grandes lignes pour les matières. Passons maintenant aux labels. Attention quand même aux labels, ça coûte cher et ça n'est donc pas forcément représentatif des engagements sur le terrain. Mais voici une petite sélection qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Le label GOTS, le plus fiable et le plus complet. Les textiles doivent contenir au minimum 95% de fibres certifiées biologiques pour l'utiliser. Le label proscrit les substances dangereuses pour la santé, la qualité et la durabilité sont prises en compte, ainsi que des critères sociaux. Le label Ecotex Standard 100 certifie que le produit fini n'a pas d'impact sur la santé et des impacts limités sur l'environnement. Mais le label ne porte que sur la fabrication et exclut les autres étapes. Ça n'est donc pas une certification éco-responsable, je dirais que c'est le minimum pour une marque. Ensuite, on a le label Fairtrade Max Havelaar. Ce label de commerce équitable garantit toute une liste de critères comme un prix minimum pour les producteurs, des pratiques agricoles durables, le respect des droits humains ou encore la lutte contre le travail des enfants. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver un épisode du podcast consacré à Max Havelaar. Je citerai aussi le label Masters of Linen, qui garantit une traçabilité 100% européenne des produits en lin. Ce label garantit aussi un certain nombre de critères sociaux et environnementaux. Il est à privilégier quand on choisit un vêtement en lin. Le label RWS, Responsible Wool Standard, vise le bien-être des moutons et garantit que les pratiques des fermes ont été vérifiées et tracées. Et enfin, le label GRS, Global Recycle Standard, qui garantit que le produit contient au minimum 50% de matières recyclées. Il contrôle aussi la consommation d'eau, la gestion des déchets, le traitement des eaux usées et couvre des exigences sociales. Voilà pour les labels principaux. Pour terminer, nous allons maintenant nous pencher sur le Made in, le lieu de fabrication. Commençons peut-être avec le Made in France. Le Made in France n'est pas un label, c'est une mention autodéclarative qui n'est pas obligatoire en règle générale. Le produit prend en fait l'origine du pays où il a subi sa dernière transformation majeure. Donc cette mention ne garantit absolument pas que l'ensemble des étapes de production ait eu lieu en France.
Alors il vaut mieux faire confiance au label Origine France Garantie, certifié par un organisme indépendant. Ce label assure que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu'entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français, ce qui permet d'assurer une certaine traçabilité. Après, un vêtement made in France n'est pas forcément fabriqué de manière éthique. Pour en avoir discuté avec de nombreuses invités du podcast, et ce sont aussi des enquêtes qui ont été menées par des journalistes, il y a des ateliers de misère en France. Certains ateliers parisiens et en périphérie de la ville font travailler des ouvrières et des ouvriers dans des sous-sols, sans fenêtres, où les normes de sécurité ne sont pas respectées. Ces personnes ne sont pas toujours déclarées, car elles n'ont pas de papier, et elles sont payées à la pièce. Évidemment, les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, et le salaire minimum n'est absolument pas respecté. Heureusement, de très beaux ateliers existent en France, comme l'atelier Masla, par exemple, créé par Marion, justement parce qu'elle avait vu trop d'abus dans des ateliers parisiens. En ce qui concerne le Made in Europe, c'est un peu la même chose. Un rapport de la Clean Clothes Campaign, publié il y a quelques années, avait documenté les salaires de misère dans l'industrie textile en Europe de l'Est et du Sud-Est. En Ukraine, par exemple, de nombreuses couturières gagnaient 89 € par mois, tout en accumulant des heures supplémentaires non payées. Pour pouvoir vivre dans la dignité, elles auraient dû toucher un salaire 5 fois plus élevé. C'est aussi le cas en Italie, où des couturières travaillent de chez elles au noir, donc sans assurance ni couverture sociale, ou bien à Leicester, au Royaume-Uni. La plupart des ateliers de la ville sont logés dans des bâtiments délabrés, avec peu d'investissement dans la sécurité ou dans une ventilation moderne. Les salaires oscillent parfois entre 2 et 3 livres de l'heure, soit bien en dessous du revenu minimum de 8,72 livres, soit 9,66 €. Concernant les autres pays de fabrication, comme l'Inde ou la Chine, pour s'assurer du respect des travailleuses et des travailleurs, on peut s'appuyer sur les labels dont je parlais juste avant. Une autre piste, c'est aussi de regarder le site de la marque et de voir si elle met des photos et des vidéos de ses ateliers, si elle effectue des visites régulièrement et s'il y a des audits effectués par des tiers. Comme la Fairwear Foundation, cette fondation indépendante travaille en collaboration avec les entreprises adhérentes pour améliorer et assurer des conditions de travail décentes. Vous pouvez écouter l'épisode dédié à cette organisation avec Florence Bassin. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que toutes ces informations vous aideront à mieux décrypter ce qui se cache derrière les étiquettes de vos vêtements. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel je vous donnerai quelques pistes afin de détecter le greenwashing.